À ton âge, tu ne peux plus décider seul. Laisse à nous gérer. Cette phrase est tombée un matin ordinaire, sans colère, sans haussement de voix. Elle a été dite comme une évidence, presque avec douceur. J'étais assise à la table de la cuisine, une tasse de café tiède entre les mains. Le soleil entrait par la fenêtre, exactement comme tous les autres jours. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé en moi à cet instant précis. Pas une douleur vive, une prise de conscience lente, irréversible. Il ne me parlait plus comme à une femme. Il me parlait comme à une situation. Je les ai regardés, l'un après l'autre. Mon fils, sa femme. Des visages familiers, des voix que j'avais apaisées tant de fois. Je connaissais leurs expressions, leur silence, leur manière d'éviter certaines phrases. Ce matin, Allah, ils n'évitaient plus rien. Ils parlaient ouvertement de ce que ma vieillesse leur permettait désormais. Ils expliquaient, calmement, ce qui serait plus simple, plus raisonnable, plus sûr. Ils parlaient de papier, d'organisation, de décisions à prendre, pour mon bien. Aucun mot n'était brutal, aucun ton agressif. Et c'est précisément cela qui m'a glacée. On ne me volait rien avec violence. On me retirait doucement le droit d'exister comme une personne entière. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je sentais que la moindre réaction émotionnelle serait utilisée contre moi. Trop sensible, trop émotive, trop fragile. J'avais appris, au fil des années, à reconnaître ce piège-là. Celui où la moindre protestation devient la preuve que l'on n'est plus apte à décider. Il parlait de moi comme d'une opportunité. Pas avec ce mot-là, bien sûr, mais avec tout ce qu'il contenait. Mon âge, ma fatigue supposée, ma confiance ancienne, tout cela devenait un terrain favorable, une ouverture, quelque chose à exploiter sans avoir à se justifier. Je me suis entendu dire « je comprends ». Cette phrase-là, je l'ai prononcée 1000 fois dans ma vie. Elle m'avait toujours servi à calmer, à arrondir, à maintenir l'équilibre. Mais ce jour-là, elle n'avait plus le même sens. Ce n'était pas une soumission. C'était un masque. Un dernier. Ils ont continué, rassurés. Ils parlaient plus librement, maintenant que je ne résistais pas. Ils évoquaient des démarches déjà entamées, des conversations déjà tenues sans moi. Mon nom apparaissait dans leurs phrases comme une formalité. J'étais présente, physiquement, mais déjà effacée de la décision. Je me suis surprise à observer la scène comme si elle ne m'appartenait pas. Une distance intérieure s'installait, presque protectrice. Je voyais clairement ce qui se jouait. Ce n'était pas une inquiétude pour ma santé. C'était une prise de pouvoir progressive, rendue possible par mon âge et par les années de confiance que j'avais accordées sans compter. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour eux. Aux sacrifices silencieux, aux choix reportés, aux renoncements acceptés, sans amertume. J'avais cru que ces années-là me protégeraient. Je comprenais maintenant qu'elles m'avaient rendue vulnérable, non parce qu'elles étaient inutiles, mais parce qu'elles avaient installé une habitude, celle de disposer de moi. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'ai ressenti autre chose, une lucidité froide, la certitude que ce moment précis n'était pas une maladresse isolée, mais l'aboutissement d'un glissement ancien. On ne commence pas à décider à la place de quelqu'un du jour au lendemain. On teste. On observe. On avance quand il n'y a pas de résistance. Ils ont fini par se loger, satisfaits. Ils avaient l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. D'avoir été responsables. Je suis restée seule dans la cuisine, face à cette tasse de café devenue froide. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Elles tremblaient à peine. Ce matin, Allah, j'ai compris que ma vieillesse n'était plus vue comme une étape de vie, mais comme une opportunité. Une ouverture pour décider, gérer, contrôler, sans scrupule apparent. Et j'ai compris autre chose, plus important encore. Tant que je continuerais à me taire comme avant, ils iraient plus loin. Je ne savais pas encore comment. Je ne pensais ni à la loi, ni à des démarches précises. Mais je savais que quelque chose venait de s'arrêter définitivement en moi. Une certaine naïveté, une confiance aveugle. Et qu'à partir de cet instant, chaque silence devrait être choisi, jamais subi. Ce jour-là, sans éclat, sans scène, j'ai cessé d'être simplement vieille à leurs yeux. Je suis devenue un enjeu. Et cette réalisation, aussi douloureuse soit à elle, a été le début d'un réveil que plus rien ne pourrait arrêter.
Avant ce matin-là, je n'avais jamais pensé à ma vieillesse comme à un territoire vulnérable. Je la voyais comme une continuité, une phase plus lente peut-être, mais riche de ce que j'avais traversé. J'avais vécu suffisamment longtemps pour savoir que tout ne se joue pas dans la force, mais dans la constance. Je croyais que cette constance me protégeait. Je repensais à ma vie d'avant, à ces années où je ne comptais ni les heures ni l'énergie. J'avais construit mon foyer sans éclat, mais avec une attention constante. J'avais appris à tenir quand il fallait tenir, à céder quand il fallait prélever. Cette capacité d'adaptation, je l'avais toujours considérée comme une qualité. Je n'avais jamais imaginé qu'elle deviendrait un jour une faiblesse aux yeux de ceux que j'aimais. Quand mon mari est mort, j'ai continué seule. Pas par héroïsme, par nécessité. Il y avait des factures, des décisions, des silences à gérer. Les enfants avaient besoin de stabilité. Je leur ai offert cette stabilité sans la négocier. Je n'ai jamais demandé qu'on me rende ce que j'avais donné. Je pensais que cela allait de soi. Avec le temps, j'ai senti que mon rôle changeait, lentement. On me consultait encore, mais moins. On m'expliquait davantage qu'on ne me demandait. J'attribuais cela à l'évolution naturelle des choses. Les générations se succèdent. Les responsabilités aussi. Je ne voulais pas être celle qui s'accroche à une place par peur du vide. Je me souviens du moment où l'on a commencé à employer certaines expressions. On va t'aider. On va prendre ça en main. Tu n'as plus à t'en soucier. À l'époque, j'y voyais de l'attention. Je croyais que l'on cherchait à m'alléger. Je n'avais pas encore compris que l'on peut alléger quelqu'un jusqu'à l'effacer. Je me suis rendu compte que ma fatigue, réelle ou supposée, était devenue un argument. On l'évoquait souvent, parfois sans raison précise. Tu te fatigues vite maintenant. Ce genre de choses est trop compliqué pour toi. Ces phrases, dites avec douceur, redessinaient peu à peu mon image. Je n'étais plus une femme expérimentée. J'étais une personne aménagée. Je n'ai jamais été malade. J'étais lucide, autonome, capable de comprendre. Mais cela importait moins que l'idée qu'ils se faisaient de moi. Une idée commode, rassurante pour eux. Celle d'une mère vieillissante, reconnaissante qu'on décide à sa place. Je pensais encore que l'essentiel m'était préservé. Le respect, l'affection, la place symbolique. Je n'avais pas vu que le respect ne se mesure pas au sourire, mais aux décisions partagées. J'apprends que l'affection ne suffit pas quand elle sert de couverture à la dépossession. Je repensais à ces repas où l'on parlait d'avenir sans me regarder. À ces conversations interrompues quand j'entrais dans la pièce. À ces choix annoncés comme des faits accomplis. Je les avais acceptés parce que je croyais qu'ils ne me concernaient pas vraiment. En réalité, ils me concernaient tous. Ma vieillesse n'avait pas commencé par une perte de capacité. Elle avait commencé par une perte de voix. Et cette perte-là avait été progressive, presque invisible. On ne m'avait rien arraché. On m'avait doucement retiré du centre, en me convainquant que c'était pour mon bien. Ce matin-là, dans la cuisine, tout cela m'est revenu avec une clarté brutale. Je comprenais enfin pourquoi cette phrase m'avait glacée. À ton âge. Ce n'était pas une observation, c'était une justification, un seuil franchi. À partir de là, tout devenait possible, sans scrupule apparent. Je n'étais plus une femme avec une histoire. J'étais devenue une situation à gérer, une opportunité d'organiser, de redistribuer, de décider. Et ce qui me blessait le plus, ce n'était pas l'intention de contrôle. C'était la tranquillité avec laquelle elle s'exprimait. Je me suis demandé combien de temps cela faisait que l'on parlait de moi ainsi, sans moi. Combien de décisions avaient déjà été préparées, combien de confidences échangées haut au-dessus de ma tête. Cette pensée m'a traversée sans panique, avec une lucidité nouvelle. Je comprenais maintenant que ma vie d'avant, celle où je faisais confiance sans réserve, était terminée. Pas parce que je ne pouvais plus aimer, mais parce que je ne pouvais plus confondre amour et abandon de soi. Cette distinction, tardive mais essentielle, changeait tout. Je ne savais pas encore comment j'allais réagir. Je ne pensais ni à m'opposer frontalement, ni à disparaître. Je savais simplement que je ne pouvais plus continuer à vivre, comme si ma vieillesse m'obligeait à renoncer à ma place. Et cette certitude-là, calme et ferme, commençait déjà à redessiner l'avenir. Les premiers signes ne m'ont pas sauté aux yeux. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une douceur trompeuse, presque affectueuse. On ne m'a pas brutalement retiré la parole. On a commencé par la rendre inutile.
C'est ainsi que l'effacement devient acceptable, presque confortable, pour ceux qui le pratiquent. Je me souviens d'un rendez-vous chez la banque. J'y allais depuis des années, seul, sans difficulté. Ce jour-là, mon fils avait insisté pour m'accompagner. Juste pour t'éviter la fatigue, avait-il dit. J'avais accepté, sans y voir de mal. Dans le bureau, les questions ne m'étaient plus adressées directement. Le conseiller regardait mon fils, lui répondait. Moi, j'étais là, témoin de mes propres finances, réduite au rôle de figurante polie. Sur le moment, je n'ai rien dit. Je me suis même excusée quand on m'a demandé si tout allait bien. Cette excuse, je la regrette encore. Pas pour ce qu'elle signifiait, mais pour ce qu'elle autorisait. Elle confirmait l'idée que j'étais devenue une charge, une présence fragile, qu'il fallait ménager. À la maison, les choses ont suivi la même pente. On me proposait de simplifier ma vie. Ranger certains papiers à ma place, vérifier mes comptes pour m'aider, parler de décisions futures comme si elles n'étaient que des formalités. Je sentais une inquiétude feinte derrière ces attentions. Et bien, une inquiétude pratique, intéressée. Pas celle qui protège, mais celle qui prépare. Je remarquais aussi les regards échangés quand je posais une question. Des silences trop rapides. Des réponses vagues. On verra plus tard. Ce n'est pas urgent. J'avais l'impression de marcher dans un espace où tout était déjà décidé, mais où l'on attendait que je me taise pour avancer. Les humiliations n'étaient jamais directes. Elles prenaient la forme de petites corrections. Tu te trompes, maman. Tu oublies souvent, maintenant. Je savais que ce n'était pas vrai. Je me souvenais très bien. Mais à force de l'entendre, je sentais le doute s'insinuer. Non pas sur ma mémoire, mais sur ma légitimité à contredire. Un après-midi, j'ai surpris une conversation téléphonique. Mon nom a été prononcé à voix basse. Puis cette phrase, tant qu'elle ne s'en rend pas compte, c'est plus simple. Je suis restée figée, pas choquée, éclairée. Il ne craignait pas ma réaction. Il comptait sur mon ignorance, ou plutôt sur mon refus de voir. Je continuais pourtant à faire comme avant. Je préparais les repas. Je rendais service. Je souriais. Je croyais encore que l'utilité me protégerait. C'était une illusion. L'utilité n'empêche pas l'exploitation. Elle la rend plus efficace. Peu à peu, je me suis rendu compte que l'on parlait de mon avenir comme d'un projet collectif dont j'étais exclu. Où je vivrais. Ce que je ferais. Ce qui serait raisonnable pour moi. On employait ce mot comme un argument final. La raison contre ma volonté supposée défaillante. Je ressentais une fatigue nouvelle, différente de celle du corps. Une fatigue d'être constamment traduite par d'autres. De voir mes intentions reformulées, corrigées, adaptées. Comme si je n'étais plus capable d'exprimer ce que je voulais. Réellement. Comme si mes mots avaient besoin d'un interprète. Je n'ai pas protesté immédiatement. J'observais. Je voulais comprendre jusqu'où cela irait. Était-ce une inquiétude passagère, ou une stratégie déjà installée? Les gestes se répétaient, les phrases aussi, et toujours cette même conclusion implicite. Ma vieillesse justifiait leur prise de contrôle. Je me souviens d'une phrase, prononcée par ma belle-fille, presque en passant, à partir d'un certain âge, il faut accepter qu'on décide pour nous. Elle n'a pas précisé qui était ce nous. Mais je savais qu'elle parlait de moi, de ce que je représentais désormais, un avenir achevé avant qu'il ne pose problème. Cette phrase m'a accompagnée longtemps. Elle revenait la nuit, comme une question muette. Accepter quoi, exactement? De ne plus choisir? De ne plus comprendre? De ne plus exister que comme une responsabilité pour les autres? Cette idée m'était insupportable, même si je n'osais pas encore la formuler à voix haute. Je commençais à comprendre que le rejet ne se manifeste pas toujours par l'éloignement. Il peut prendre la forme d'une proximité envahissante, d'une sollicitude excessive qui finit par étouffer. On vous entoure pour mieux vous contenir. À ce stade, je n'avais pas encore décidé d'agir. Mais quelque chose en moi se redressait lentement. Une vigilance nouvelle. Une attention accrue aux mots, aux gestes, aux intentions. Je ne voulais plus être surprise. Je ne voulais plus être naïve. Je sentais que ces petites humiliations, répétées, n'étaient pas anodines. Elles préparaient le terrain. Elles rendaient acceptable ce qui, autrement, aurait été inconcevable. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. Car tant que je refusais de voir ces signes pour ce qu'ils étaient,
Ma vieillesse restait leur opportunité. Mais le jour où je les ai nommés intérieurement, cette opportunité a commencé à se fissurer. Et avec elle, le silence que l'on attendait de moi. La goutte d'eau n'a pas été une trahison spectaculaire. Elle a pris la forme d'un papier posé sur la table, un matin où l'on m'avait dit de ne pas me fatiguer. Un document banal, en apparence, glissé entre une facture et une enveloppe officielle. Mon nom y figurait, mais pas ma voix. Il parlait d'organisation, de prévention, de sécurité. Les mots étaient choisis avec soin, comme pour éviter toute aspérité. En lisant, j'ai compris que ce qui se préparait n'était pas une aide ponctuelle, mais un déplacement durable du pouvoir. Une décision prise sans moi, pour moi, contre moi. Je me souviens du moment précis où j'ai posé le papier. Il n'y a pas eu de vertige. Pas de larmes. Juste cette sensation nette d'avoir été conduite trop loin. On ne parlait plus seulement de me soulager. On parlait de m'ôter la possibilité de consentir. C'était là la frontière. Ils sont entrés dans la pièce en me voyant relire le document. Leurs visages se sont figés une seconde, puis ont retrouvé ce sourire rassurant que je connaissais trop bien. Ce n'est qu'une formalité, a dit mon fils. On anticipe, c'est tout. Anticiper quoi? Ma disparition? Mon incapacité supposée? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais être sûr de ce que je ressentais. Ce n'était pas de la peur. C'était une indignation calme, une certitude intime que ce qui se jouait dépassait les cons, maladresse et les bonnes intentions. On avait franchi un seuil sans m'en avertir. Et ce seuil alla engager mon existence. Ils m'ont expliqué que c'était plus simple ainsi, que tout le monde y gagnerait, que je serais tranquille. Ce mot est revenu plusieurs fois. Tranquille. Comme si ma tranquillité dépendait de mon effacement. Comme si penser, décider, choisir était devenu des sources de désordre qu'il fallait contenir. Chou, j'ai posé des questions. Simples, précises. Quand cette idée était à elle née, qui l'avait proposée? Pourquoi maintenant? Les réponses ont été floues, circulaires. On me parlait d'évidence, de bon sens, d'avenir. Personne ne me parlait de mon accord. Cette absence était éloquente. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus considérée comme une interlocutrice, mais comme un obstacle administratif à contourner. Un obstacle poli, certes, mais un obstacle quand même. Et cette réalisation m'a fait plus mal que toutes les petites humiliations précédentes réunies. Je me suis entendu dire que j'avais besoin de temps. Le silence qui a suivi était lourd. Ils n'aimaient pas cette demande. Le temps, pour eux, était un risque. Il ouvrait la porte à la réflexion, à la contestation. Ils auraient préféré une signature rapide, un assentiment discret. Je me suis retirée dans ma chambre. J'ai refermé la porte avec lenteur. Ce geste, anodin en apparence, m'a donné une sensation nouvelle, celle de reprendre un espace qui m'appartenait encore. Je me suis assise et j'ai relu le document. Ligne après ligne, mot après mot. Tout était légalement formulé. Tout était humainement violent. Je me suis revue plus jeune, acceptant de déléguer par confiance. Je me suis vue céder par fatigue, par amour, par souci de paix. Et je me suis dit que cette fois-ci, céder ne serait plus une adaptation, mais une disparition organisée. Cette pensée a été décisive. Je n'ai pas confronté qui que ce soit, ce jour, à là. Pas encore. J'avais besoin de comprendre, de mesurer, de préparer. J'avais besoin de sortir de l'émotion pour entrer dans la lucidité. Cette lucidité-là n'était pas froide. Elle était protectrice. Ce soir-là, en me couchant, j'ai su que quelque chose était terminé. Pas mon amour pour eux. Pas mon attachement à ce que nous avions été. Mais mon acceptation silencieuse de décisions prises en mon nom. Cette acceptation avait atteint sa limite. La goutte d'eau n'a pas fait déborder la colère. Elle a rempli un espace nouveau. Celui de la détermination. Je n'étais plus simplement une femme âgée qu'on protège. J'étais une femme qu'on tentait de déposséder sous couvert de bienveillance. Et cette tentative, je le savais désormais, appelait une réponse différente. Pas une réaction impulsive. Une réponse construite, réfléchie, ferme. Je n'étais pas prête à disparaître en silence pour faciliter la vie des autres. Pas sans avoir, au moins une fois, parlé pour moi à même. Les nuits suivantes ont été longues, mais étrangement calmes. Je ne dormais que par fragments,
Pourtant mon esprit ne s'agitait pas. Il avançait, pas à pas, comme s'il avait enfin trouvé une direction claire. Ce document posé sur la table avait agi comme un révélateur. Il avait mis des mots officiels sur ce que je pressentais. Depuis des mois, ma vieillesse n'était plus perçue comme une étape à accompagner, mais comme une faille à exploiter. Je repassais mentalement chaque phrase, chaque regard échangé ce matin à là. Rien n'avait été improvisé. Tout avait été pensé en amont, discuté ailleurs, sans moi. Cette certitude me blessait moins que je ne l'aurais cru. Elle m'éclairait. Elle donnait une cohérence nouvelle à des scènes que j'avais longtemps refusé d'interpréter. Je me suis surprise à ne pas pleurer. J'aurais presque aimé ressentir cette douleur franche qui soulage. À la place, il y avait une lucidité dense, presque lourde. Une lucidité qui ne laisse plus de place aux excuses faciles. Je ne pouvais plus me raconter que tout cela venait d'une inquiétude mal formulée ou d'un excès de zèle. On n'organise pas la dépossession de quelqu'un, par maladresse. Je me suis levée avant l'aube et j'ai commencé à écrire. Pas pour préparer une confrontation, pas pour me plaindre. J'écrivais pour mettre de l'ordre. J'ai noté les faits, simplement. Les dates approximatives. Les phrases entendues. Les décisions annoncées comme évidentes. En les alignant, je voyais apparaître un fil continu. Ce qui m'avait semblé confus devenait lisible. Cette écriture m'a ramené à moi-même, à la femme que j'avais été avant de me réduire pour préserver l'harmonie. Je me suis rappelé que j'avais dirigé, décidé, assumé seul pendant des années. Je n'avais jamais été incapable. J'avais simplement cessé de m'imposer, croyant que la douceur serait comprise comme une force. À mesure que j'écrivais, une colère sourde a tenté de remonter. Pas une colère explosive. Une colère grave, presque digne. Elle venait de cette évidence brutale. On avait compté sur ma lassitude, sur mon âge, sur mon habitude de dire oui pour éviter le conflit. Cette colère ne me faisait pas peur. Je l'accueillais comme un signal, pas comme un moteur. Je me suis interrogée sur ce que je voulais réellement. Pas sur ce que je devais défendre, mais sur ce que je refusais désormais. La réponse est venue sans hésitation. Je refusais d'être considérée comme un problème à régler. Je refusais que ma vie devienne un dossier géré par d'autres, sous couvert de protection. Je n'ai parlé à personne de ce document, ces jours-là, ni pour demander conseil, ni pour chercher du soutien. Je savais que trop de paroles, trop tôt, auraient dilué ma perception. On m'aurait rassuré, minimisé, convaincu d'attendre encore. Or, j'avais assez attendu. Mais je me suis renseignée discrètement. Pas sur des cas précis, pas sur ma situation personnelle. Je posais des questions générales, presque abstraites. Je voulais comprendre les cadres, les droits, les limites. Ce travail d'information m'apaisait. Il me sortait du registre émotionnel pour me ramener à quelque chose de concret, de solide. Chaque réponse confirmait ce que je sentais intuitivement. Ce qui se préparait ne pouvait se faire sans mon consentement éclairé. Et ce consentement, je ne l'avais jamais donné. Cette certitude ne m'excitait pas. Elle manquerait. Je continuais à vivre normalement en apparence. Les repas, les échanges, les sourires. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était redressé. Je n'étais plus dans l'attente. Je préparais. Sans précipitation. Sans bruit. Je savais que toute réaction impulsive serait utilisée contre moi. J'avais appris à leur côté comment fonctionnait ce type de mécanique. Je réfléchissais aussi à la peur qu'ils avaient. Car il y en avait une, derrière leur assurance. La peur de perdre le contrôle. La peur que je décide autrement. La peur que ma vieillesse ne soit pas docile. Cette peur expliquait leur empressement. Elle ne l'excusait pas. Je me suis surprise à ressentir une forme de compassion distante. Pas pour leurs actes, mais pour leur logique. Ils avaient confondu l'amour avec la gestion, la protection avec la domination douce. Et moi, j'avais confondu la paix avec le renoncement. Cette prise de conscience n'était pas agréable. Elle me retirait toute illusion confortable. Mais elle me rendait quelque chose de précieux. La responsabilité de ce qui allait suivre. Mais je ne pouvais plus dire que je ne savais pas. Je ne pouvais plus me cacher derrière la surprise ou l'incompréhension. À la fin de cette semaine silencieuse, une certitude s'est imposée. Je n'allais pas réagir comme on l'attendait. Ni en colère, ni en soumission. J'allais répondre autrement. Avec la même discrétion que celle qu'on avait utilisée contre moi, mais avec une intention opposée.
Ma vieillesse avait été perçue comme une opportunité. Elle allait devenir autre chose. Non pas une arme, non pas un argument, mais un point d'appui. J'avais le temps, l'expérience, et désormais la lucidité. Et cette combinaison alla, il l'avait sous-estimée. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai rien expliqué. J'ai commencé à agir dans le calme, avec la précision de quelqu'un qui a trop longtemps observé pour se tromper encore. La première chose que j'ai faite, c'est de remettre de l'ordre dans ce qui me concernait directement. Non pas par défi, mais par nécessité. On ne se défend pas dans le flou. J'ai repris tous mes documents, un par un. Les anciens classeurs, les enveloppes rangées sans méthode, les papiers que l'on conserve sans toujours les relire. Je voulais savoir exactement ce qui existait, ce qui avait été signé, ce qui pouvait l'être encore. Ce travail m'a ramené à une vérité simple. Ma vie n'était pas un vide à combler, mais un ensemble cohérent que d'autres tentaient de redessiner à ma place. Je me suis ensuite rendue à des rendez-vous que j'avais trop longtemps délégués, pas pour provoquer, pour comprendre. J'ai posé des questions claires, sans raconter mon histoire, sans me justifier. Je voulais des réponses nettes. Ce que j'ai entendu m'a rassurée sans me réjouir. Rien ne pouvait se faire sans moi. Rien, légalement, ne pouvait m'être imposé sous couvert de bienveillance. Cette information a été un socle. Elle m'a permis de respirer autrement. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas déjà dépossédée. Ce qui se préparait n'était qu'une tentative, facilitée par mon silence passé. Et ce silence, je pouvais le transformer. J'ai aussi revu mes comptes, mes engagements, mes habitudes, non pour me replier, mais pour reprendre la maîtrise. Chaque décision, même minime, reprenait sa place. Je sentais une concentration nouvelle, presque sereine. Je ne courais pas après le temps. Je l'utilisais. À la maison, ils ne se doutaient de rien. Ils interprétaient mon calme comme une acceptation. Ils confondaient encore mon silence avec mon accord. Cette confusion jouait en ma faveur. Elle me laissait l'espace nécessaire pour préparer sans être entravée. Je me suis demandé si je devais parler à quelqu'un de confiance. Un ami, une connaissance, une personne extérieure à la famille. J'ai choisi de ne pas le faire immédiatement. Je savais que les récits, même bien intentionnés, attirent les avis, les projections, les doutes. J'avais besoin de clarté, pas d'écho. À mesure que je préparais, une transformation intérieure s'opérait. Je n'étais plus sur la défensive. Je ne cherchais pas à prouver que j'étais capable. Je l'étais. Je n'avais rien à démontrer. Cette certitude me rendait plus patiente, plus précise, presque stratégique, sans jamais devenir froide. Je réfléchissais aussi à la manière dont j'allais poser des limites. Pas en opposition frontale. Pas en justification excessive. Les limites n'ont pas besoin d'être longues. Elles ont besoin d'être claires. Et pour être claires, elles doivent s'appuyer sur des faits, pas sur des émotions. Il y avait encore des moments de fatigue. Des soirs où je me demandais si tout cela valait l'effort, si je ne ferais pas mieux de céder pour avoir la paix. Mais cette tentation ne durait jamais. Elle se heurtait à une image précise, celle de ce document posé sur la table, prêt à m'effacer proprement. Cette image suffisait à me remettre droite. Je ne pouvais plus dire que je ne savais pas. Je ne pouvais plus me cacher derrière la surprise ou l'incompréhension. À la fin de cette semaine silencieuse, une certitude s'est imposée. Je n'allais pas réagir comme on l'attendait. Ni en colère, ni en soumission. J'allais répondre autrement. Avec la même discrétion que celle qu'on avait utilisée contre moi, mais avec une intention opposée. Ma vieillesse allait être perçue comme une opportunité. Elle allait devenir autre chose. Non pas une arme, non pas un argument, mais un point d'appui. J'avais le temps, l'expérience et désormais la lucidité. Et cette combinaison alla, il l'avait sous-estimée. Je n'ai rien annoncé, je n'ai rien expliqué. J'ai commencé à agir dans le calme, avec la précision de quelqu'un qui a trop longtemps observé pour se tromper encore. La première chose que j'ai faite, c'est de remettre de l'ordre dans ce qui me concernait directement. Non pas par défi, mais par nécessité. On ne se défend pas dans le flou. J'ai repris tous mes documents, un par un. Les anciens classeurs, les enveloppes rangées sans méthode, les papiers que l'on conserve sans toujours les relire. Je voulais savoir exactement ce qui existait, ce qui avait été signé, ce qui pouvait l'être encore.
Ce travail m'a ramené à une vérité simple. Ma vie n'était pas un vide à combler, mais un ensemble cohérent que d'autres tentaient de redessiner à ma place. Je me suis ensuite rendue à des rendez-vous que j'avais trop longtemps délégués. Pas pour provoquer, pour comprendre. J'ai posé des questions claires, sans raconter mon histoire, sans me justifier. Je voulais des réponses nettes. Ce que j'ai entendu m'a rassurée sans me réjouir. Rien ne pouvait se faire sans moi. Rien, légalement, ne pouvait m'être imposé sous couvert de bienveillance. Cette information a été un socle. Elle m'a permis de respirer autrement. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas déjà dépossédée. Ce qui se préparait n'était qu'une tentative, facilitée par mon silence passé. Et ce silence, je pouvais le transformer. J'ai aussi revu mes comptes, mes engagements, mes habitudes, non pour me replier, mais pour reprendre la maîtrise. Chaque décision, même minime, reprenait sa place. Je sentais une concentration nouvelle, presque sereine. Je ne courais pas après le temps. Je l'utilisais. À la maison, ils ne se doutaient de rien. Ils interprétaient mon calme comme une acceptation. Ils confondaient encore mon silence avec mon accord. Cette confusion jouait en ma faveur. Elle me laissait l'espace nécessaire pour préparer, sans être entravée. Ah! Je me suis demandé si je devais parler à quelqu'un de confiance. Un ami, une connaissance, une personne extérieure à la famille. J'ai choisi de ne pas le faire immédiatement. Je savais que les récits, même bien intentionnés, attirent les avis, les projections, les doutes. J'avais besoin de clarté, pas d'écho. À mesure que je préparais, une transformation intérieure s'opérait. Je n'étais plus sur la défensive. Je ne cherchais pas à prouver que j'étais capable. Je l'étais. Je n'avais rien à démontrer. Cette certitude me rendait plus patiente, plus précise, presque stratégique, sans jamais devenir froide. Je réfléchissais aussi à la manière dont j'allais poser des limites. Pas en opposition frontale. Pas en justification excessive. Les limites n'ont pas besoin d'être longues. Elles ont besoin d'être claires. Et pour être claires, elles doivent s'appuyer sur des faits, pas sur des émotions. Il y avait encore des moments de fatigue. Des soirs où je me demandais si tout cela valait l'effort, si je ne ferais pas mieux de céder pour avoir la paix. Mais cette tentation ne durait jamais. Elle se heurtait à une image précise, celle de ce document posé sur la table, prêt à m'effacer proprement. Cette image suffisait à me remettre droite. Je comprenais aussi que ce que je faisais dépassait ma situation personnelle. Il s'agissait de refuser une logique dangereuse, celle qui transforme la vieillesse en argument pour décider à la place de quelqu'un. Cette logique alla prospère dans le silence et la culpabilité. Je n'étais plus disposée à l'alimenter. Je ne ressentais ni haine ni désir de revanche. Je ressentais une détermination calme, une volonté de remettre chaque chose à sa juste place. Ma place, d'abord. Celle d'une femme qui peut encore choisir, consentir, refuser. Je savais que le moment viendrait où il faudrait parler. Où il faudrait confronter, non pas les intentions, mais les actes. Ce moment-là ne me faisait plus peur, parce que je n'étais plus seule face à l'inconnu. J'étais préparée. Ma vieillesse avait été perçue comme une opportunité. Elle devenait, lentement mais sûrement, un terrain de résistance tranquille. Pas contre les personnes, mais contre l'effacement organisé. Et dans cette résistance-là, je découvrais une force que je ne soupçonnais pas encore entièrement, mais que je sentais désormais solide, ancrée, prête. Le moment est arrivé sans fracas. Pas de cris, pas de porte claquée. Juste une table, des regards, et cette sensation précise que l'on ne peut plus reculer sans se perdre soi à même. Ils avaient choisi l'heure. J'ai accepté le cadre. Je savais que c'était là que tout se jouerait. Ils ont commencé par parler. Longuement. Des mots soigneusement choisis, des phrases enveloppantes. Ils évoquaient la sécurité, la responsabilité, l'avenir. Ils parlaient de moi sans me nommer directement, comme si mon existence devait rester en arrière, appelant pour que leurs arguments paraissent plus raisonnables. Je les ai laissés aller au bout. Je voulais entendre jusqu'où allait leur logique, quand elle n'était pas interrompue. Quand ils se sont tus, il y a eu un silence. Pas gêné. Attentif. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de poser mes mains sur la table, comme pour m'ancrer. Puis j'ai parlé. Ma voix ne tremblait pas.
Elle n'était ni dure ni suppliante. Elle était ferme, simplement. J'ai repris leurs mots. Sécurité, prévention, simplification. Je leur ai demandé ce que ces termes signifiaient concrètement pour moi. Qui avait décidé? À quel moment? Avec quel accord? Les questions étaient simples. Elles ne cherchaient pas à piéger. Elles cherchaient à clarifier. Et cette clarté-là les mettait mal à l'aise. Ils ont tenté de répondre en généralité. J'ai ramené la discussion aux faits. Le document. Les démarches envisagées. Les conversations tenues sans moi. À mesure que j'avançais, je voyais leur certitude se fissurer. Pas parce que je les accusais, mais parce que je ne me laissais plus diluer dans leurs intentions. Quelqu'un a parlé de mon âge. J'ai laissé passer une seconde, puis j'ai répondu. J'ai dit ce que je pouvais encore faire, comprendre, décider. J'ai rappelé que l'âge n'est pas une incapacité en soi, et qu'il ne donne à personne le droit de se substituer à ma volonté. Cette phrase a marqué un arrêt. Ils ne s'attendaient pas à cette précision à là. Ils ont évoqué leur inquiétude. J'ai entendu cette inquiétude. Je ne l'ai pas niée. Mais j'ai posé une limite claire. L'inquiétude n'autorise pas la dépossession. Protéger n'est pas décider à la place. Aider n'est pas effacer. Ces distinctions, dites calmement, avaient plus de poids que n'importe quelle colère. Je leur ai ensuite dit ce que je ferais. Sans menacer. Sans dramatiser. J'ai expliqué que rien ne se ferait sans mon accord éclairé. Que toute décision me concernant serait discutée avec moi, en amont, et non présentée comme une évidence. J'ai précisé que je ne signais rien dans la précipitation. Que le temps était une condition, pas un obstacle. Ils ont tenté de minimiser, de parler de malentendus, d'excès de zèle. Je n'ai pas débattu ces intentions. Plus, j'ai parlé des effets, des conséquences. Et j'ai répété, doucement mais fermement, que ces effets n'étaient plus acceptables pour moi. Cette répétition, sans haussement de ton, a fait son œuvre. Je sentais le rapport de force se déplacer. Pas parce que j'imposais quelque chose, mais parce que je cessais de me retirer. Ils comprenaient que le terrain avait changé. Que ce qui fonctionnait sur mon silence ne fonctionnerait plus. Cette prise de conscience n'était pas confortable pour eux. Elle était nécessaire. À la fin, il n'y a pas eu d'accord enthousiaste. Il y a eu un constat. Celui que je n'étais plus une opportunité à gérer, mais une personne à respecter. Ce constat-là ne se négocie pas. Il s'impose quand on tient sa place. Je me suis levée. J'ai dit que la discussion pouvait s'arrêter là pour aujourd'hui, que j'avais besoin de temps, et que ce temps m'appartenait. Personne ne m'a retenu. Personne n'a ajouté un mot. Le silence qui a suivi n'était plus celui de l'effacement. C'était celui de l'ajustement forcé. En quittant la pièce, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti un alignement. Celui d'avoir parlé au bon moment, avec les bons mots, sans me trahir. Je savais que tout n'était pas réglé. Mais je savais aussi que le piège se refermait non pas sur eux, mais sur la logique qui avait transformé ma vieillesse en opportunité. Ce jour-là, sans éclat, j'ai repris quelque chose d'essentiel. Non pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur ce qui me concerne. Et cette reprise à là change tout. Après cette confrontation, rien ne s'est apaisé immédiatement. Au contraire, une période trouble a commencé, faite de silence épais et de paroles mesurées. Tout semblait normal en surface, mais les gestes avaient perdu leur spontanéité. Chaque échange était désormais calculé, comme si chacun cherchait sa place dans un espace qui venait d'être redessiné. Je sentais que quelque chose s'était fissuré. Pas l'affection, peut-être, mais l'assurance tranquille avec laquelle ils avaient agi jusque-là. Ils ne savaient plus exactement comment me parler. Ni comme avant, quand mon silence les rassurait, ni comme à une égale, car cette égalité leur était encore inconfortable. Cette hésitation se lisait dans leur regard, dans les phrases commencées puis abandonnées. Les jours suivants, j'ai observé sans intervenir. J'avais appris à ne plus remplir les vides. Les conversations se faisaient plus courtes. On évitait certains sujets en ma présence. On parlait bas, parfois. Cette fois, je n'étais plus blessée par ces manœuvres. Je les voyais pour ce qu'elles étaient, des ajustements maladroits à une réalité nouvelle. Très vite, les désaccords internes ont commencé à remonter. Ce qui était jusque-là tenu par mon effacement se défaisait doucement. Les responsabilités se renvoyaient. Les intentions se contredisaient.
Ce n'était pas ce que j'avais dit. Tu avais pourtant assuré que je n'étais plus le point d'équilibre silencieux. Et sans ce point, les tensions cherchaient d'autres issues. Je n'ai pas pris part à ces échanges. Pas par détachement, mais parce que je comprenais enfin que tout ne m'appartenait pas. Pendant des années, j'avais cru que mon rôle était de maintenir la cohésion, coûte que coûte. Aujourd'hui, je voyais que cette cohésion reposait sur une injustice douce, invisible, mais réelle. En cessant de l'alimenter, je ne détruisais rien. Je révélais simplement ce qui existait déjà. Il y a eu des tentatives de rapprochement, des gestes attentionnés, parfois sincères, parfois stratégiques. On me demandait si tout allait bien, si je n'étais pas trop fatiguée. Je répondais calmement, sans ironie. J'acceptais ce qui était juste, je refusais ce qui ne l'était pas. Cette sélection nouvelle surprenait. Elle me surprenait moi-même. Je sentais que certains espéraient un retour à l'ancien équilibre. Que tout redevienne comme avant, sans avoir à nommer ce qui s'était passé. Mais je savais désormais que ce retour était impossible. Pas par orgueil, par lucidité. On ne peut pas faire semblant d'ignorer ce que l'on a compris, sans se perdre à nouveau. J'ai commencé à prendre de la distance concrète. Pas une rupture brutale. Une réorganisation. Je n'étais plus disponible par défaut. Je choisissais mes moments, mes présences. Je quittais une pièce quand une discussion ne me concernait plus. Je cessais d'expliquer mes absences. Cette liberté nouvelle redessinait mes journées. Avec cette distance, une autre vie se dessinait. Des habitudes simples, retrouvées. Des lectures interrompues, trop longtemps. Des promenades sans but précis. Je redécouvrais le plaisir d'un temps qui n'était pas dicté par l'attente des autres. Ce temps-là n'était pas vide. Il était plein de moi. Je me suis rapprochée de personnes extérieures à la famille. Des relations sans histoire commune, sans dette ancienne. Avec elles, je n'avais pas à justifier mon passé, ni à anticiper leurs attentes. Ces échanges, parfois brefs, parfois plus profonds, me rappelaient que l'on peut être reconnu sans se sacrifier. Il y a eu aussi des moments de solitude, de vraie solitude, sans rôle à jouer. Elle n'était pas confortable au début. Elle me renvoyait à ce que j'avais longtemps évité, être seule avec mes choix. Mais cette solitude-là était honnête. Elle ne me demandait pas de me taire pour être aimée, ou le démule. Je constatais que ma vieillesse, que l'on avait voulu utiliser comme un argument contre moi, devenait paradoxalement une force. J'avais le temps. J'avais l'expérience. Et surtout, je n'avais plus rien à prouver. Cette combinaison me rendait moins vulnérable aux pressions, aux urgences fabriquées. Je voyais la famille se réorganiser sans moi au centre. Et contrairement à ce que j'aurais cru autrefois, cela ne m'anéantissait pas. Cela me soulageait. Je n'étais plus le pilier silencieux, qui absorbe tout. J'étais une personne parmi d'autres, avec des limites claires. L'éclatement n'a pas été spectaculaire. Il n'a pas fait de bruit. Il a été progressif, presque administratif. Mais il était réel. Et au milieu de ce mouvement, je comprenais quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas en train de perdre ma place. J'étais en train d'en créer une nouvelle, qui ne dépendait plus de la peur de vieillir, ni du regard des autres. Cette période de transition n'était ni paisible, ni douloureuse de manière excessive. Elle était nécessaire. Elle me permettait de me tenir droite dans un espace enfin ajusté. Je savais que tout n'était pas terminé, que des choix restaient à faire. Mais je savais aussi que ma vieillesse ne serait, plus jamais une opportunité pour d'autres. Elle était redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être. Un temps de conscience, de clarté et de liberté intérieure. La distance que j'avais instaurée a commencé à produire ses effets bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Non pas parce que je cherchais à provoquer quoi que ce soit, mais parce que l'ancien fonctionnement ne tenait plus en main. Participation silencieuse. Ce que j'avais cessé de donner révélait ce que chacun attendait encore. Je n'étais plus sollicité pour tout et rien. Plus de demandes déguisées en attention. Plus de décisions présentées comme des évidences. À la place, il y avait une forme de flottement, comme si chacun cherchait à comprendre jusqu'où allait réellement mon retrait et ce qu'il signifiait. Cette incertitude ne me pesait plus. Elle ne m'appartenait pas. J'ai commencé à organiser concrètement ma vie autrement. Des démarches simples, réfléchies, sans urgence artificielle. Je choisissais ce qui me convenait, à mon rythme. Chaque décision, même modeste,
renforçait une certitude nouvelle. Je pouvais encore décider pour moi à même, sans me justifier, sans demander la permission. Je redécouvrais des plaisirs oubliés, la lenteur assumée d'une matinée sans contrainte, le silence choisi, non subi, la lecture interrompue autrefois par des obligations implicites. Ces moments n'étaient pas des fuites. Ils étaient des reconquêtes discrètes. Et les échanges familiaux, quand ils avaient lieu, étaient plus courts, parfois plus tendus. Mais ils étaient aussi plus honnêtes. Je ne cherchais plus à lisser les angles. Je ne jouais plus le rôle de celle qui apaise à tout prix. Si un malaise apparaissait, je ne m'en sentais plus responsable. Cette déresponsabilisation émotionnelle était nouvelle et profondément libératrice. Il y a eu des tentatives pour me ramener à l'ancien équilibre. Des phrases qui évoquaient le passé, les souvenirs, ce que nous avions été. J'écoutais sans me fermer. Mais je ne laissais plus ces rappels décider à ma place. Le passé pouvait être respecté sans devenir une chaîne. Là, je me suis surprise à ressentir moins de culpabilité. Pendant longtemps, elle avait guidé mes choix, même à mon insu. La culpabilité de ne pas en faire assez, de décevoir, de compliquer les choses. En la laissant s'éloigner, je retrouvais une légèreté que je n'avais jamais connue. Pas une insouciance, mais une justesse. Je constatais aussi que certains regards changeaient. Mais on ne me voyait plus seulement comme une mère vieillissante à protéger ou à gérer. On me voyait comme une personne imprévisible, au sens noble. Quelqu'un qui ne répond plus automatiquement aux attentes. Cette imprévisibilité dérangeait, mais elle imposait le respect. À l'extérieur, ma vie prenait une ampleur nouvelle. Des relations simples, sans enjeu de pouvoir. Des échanges où je n'étais ni indispensable, ni effacée. Juste présente. Ces relations à là m'apprenaient que la reconnaissance n'a pas besoin d'histoire commune pour exister. Il y avait encore des moments de doute. Des soirs où je me demandais si cette solitude relative était un prix trop élevé. Mais ces moments passaient vite. Ils se heurtaient à une évidence. Rester aurait signifié renoncer à moi à même. Partir intérieurement, c'était rester fidèle à ce que j'avais compris. Je réfléchissais souvent à cette idée d'opportunité, à la manière dont ma vieillesse avait été perçue comme une ouverture pour décider sans moi. Cette pensée ne m'attristait plus autant. Elle me renforçait, car elle m'avait obligée à regarder la réalité sans phare, à sortir de l'illusion confortable de la protection désintéressée. Je n'avais pas cherché à renverser qui que ce soit. Je n'avais pas cherché à punir. J'avais simplement cessé de faciliter un système qui me réduisait. Et ce geste, aussi discret soit à il, avait suffi à modifier profondément les rapports. Mais je savais que tout n'était pas encore stabilisé, que certaines conséquences prendraient du temps. Mais je sentais que je m'approchais d'un point d'équilibre nouveau. Un endroit intérieur où je pouvais regarder le passé, sans colère excessive, le présent sans peur, et l'avenir sans me sentir déjà en trop. Cette phase n'était pas un aboutissement. Elle était une transition consciente. Une manière de m'installer durablement dans une vie qui ne serait plus construite autour de la peur de vieillir, ni de l'obligation de me taire. J'étais prête, désormais, à poser un regard définitif sur ce que j'avais traversé, et à en tirer le sens qui me permettrait d'avancer sans me perdre. Aujourd'hui, quand je regarde ce chemin parcouru, je ne le résume plus en termes de conflit ou de victoire. Ce serait trop simple et surtout faux. Ce que j'ai vécu n'a pas été une guerre ouverte. Cela a été un déplacement intérieur, lent, exigeant, qui m'a obligé à revoir ce que je croyais acquis, ma place, ma voix, ma valeur. Je ne renie pas les années passées. Elles ont été réelles, pleines d'engagement et de sincérité. J'ai aimé, j'ai donné, j'ai soutenu sans compter. Mais j'ai appris qu'aimer ne protège pas toujours contre l'abus discret. Que le don répété peut devenir une habitude confortable pour ceux qui en bénéficient. Nous élaborons et qu'un jour, sans même s'en rendre compte, on peut être regardé non plus comme une personne, mais comme une opportunité. Ma vieillesse, je la vis désormais autrement. Elle n'est plus un argument contre moi. Elle est une expérience accumulée, un temps de lucidité. Elle m'a appris à distinguer l'aide de la prise de pouvoir, la protection de la dépossession, la sollicitude de la stratégie. Cette distinction, je ne l'avais jamais faite aussi clairement auparavant. Je ne cherche plus à être rassurée, ni à rassurer à tout prix. J'ai compris que la paix familiale, construite sur le silence d'une seule personne, est une paix fragile, injuste. Elle finit toujours par se fissurer. En cessant de me taire,
Je n'ai pas détruit les liens. J'ai révélé leur véritable nature. Et chacun a dû faire avec cette vérité. Je n'attends plus que l'on me comprenne parfaitement. Ce désir-là m'a longtemps enfermé. Aujourd'hui, je préfère être cohérente avec moi-même. Cette cohérence me permet de poser des limites sans colère, de dire non sans me justifier excessivement, d'accepter la distance sans me sentir coupable. Ma vie est devenue plus simple, mais aussi plus dense. Je fais moins de concessions automatiques. Je choisis davantage. Je m'écoute enfin. Cette transformation n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle se manifeste dans les détails. Un rendez-vous accepté ou refusé librement, un silence assumé, une décision prise sans trembler. Je sais désormais reconnaître les signes avant-coureurs de l'effacement, les phrases qui minimisent, les décisions prises sans concertation, les sourires qui masquent l'urgence d'agir vite avant que l'autre ne se rende compte. Cette vigilance ne me rend pas méfiante. Elle me rend libre. Si je devais transmettre quelque chose à celles et ceux qui vieillissent en silence, ce ne serait pas une leçon morale. Ce serait une invitation à écouter ce moment précis où l'on commence à parler de vous comme si vous n'étiez plus tout à fait là. Ce moment est douloureux, mais précieux. Il indique qu'il est encore temps de se redresser. Je n'ai pas cherché la confrontation pour elle-même. J'ai cherché la justesse. Et parfois, la justesse demande du temps, du recul, et un silence différent de celui que l'on nous impose. Un silence choisi, réfléchi, orienté. Je n'ai pas récupéré une place perdue. J'en ai créé une nouvelle. Une place qui ne dépend plus de l'âge, ni du regard des autres, ni de la peur de déranger. Une place intérieure, stable, qui me permet d'être présente, sans me dissoudre, proche, sans me sacrifier. Ce récit n'est pas celui d'une revanche. C'est celui d'un réveil tardif, mais salutaire. Et celui d'une femme qui a compris que sa dignité ne se négocie pas, même au nom de l'amour, même au nom de la famille. Et s'il ne devait rester qu'une phrase, une seule, pour celles et ceux qui se taisent trop longtemps, par habitude ou par peur, je la dirais sans colère, sans amertume, mais avec une certitude profonde. Le silence peut aussi être une forme de justice.